Bonjour, je suis Alden. Personne n'est venu aux funérailles de ma mère sauf moi. Pas ma sœur, pas mon frère, juste moi et un lys desséché se fanant à côté de son cercueil. Pendant que j'étais assis seul dans cette église vide, il trinquait au champagne avec la nouvelle petite amie de mon père, dans la même maison où maman a rendu son dernier souffle. Je pensais que le chagrin était le pire. Mais le lendemain matin, j'ai ouvert son tiroir et j'ai trouvé ce qu'ils étaient tous si désespérés d'enterrer. Elle n'est pas seulement morte. Ils se sont assurés qu'elle disparaisse. Et maintenant, je m'assure qu'ils ne dormiront plus jamais paisiblement. Mais si vous pensez que ce n'est qu'une histoire de trahison, attendez d'entendre ce qu'elle a laissé derrière elle. Pour moi et seulement pour moi. Le vent poussait les vieilles portes de l'église alors que j'entrais, l'écho de mes chaussures résonnant trop fort sur le plancher en bois. Ça sentait les lys, la poussière, et ce genre de silence qui fait bourdonner les oreilles. J'étais déjà venu ici, à l'époque où elle chantait dans la chorale. Mais aujourd'hui, les bancs étaient vides, à part moi, juste moi. J'ai descendu lentement l'allée centrale, comme si en bougeant trop vite, quelque chose allait se briser. Son cercueil reposait seul à l'avant, un lys blanc posé dessus. Je l'ai ajusté, mes doigts effleurant ses pétales doux. Il commençait déjà à brunir sur les bords. Elle disait que les lys étaient pour les gens qui restaient silencieux mais ne se brisaient jamais. Je l'ai dit à voix haute à personne. J'ai regardé autour de moi une fois de plus, au cas où, mais personne d'autre n'est venu. Mes frères et sœurs partis célébrer quelque chose. Mon père probablement à mi-chemin d'une bouteille de vin avec cette femme. Et moi, j'étais le seul à me souvenir de ce que cette journée était censée signifier. Le pasteur s'est approché derrière moi en traînant les pieds, jeune, nerveux, comme si cela ne faisait pas partie de sa routine habituelle. Il s'est éclairci la gorge et a commencé à lire dans un petit livre noir, sa voix basse, comme si parler trop fort exposerait à quel point il était ridicule de prononcer un éloge funèbre dans une salle au siège vide. Il a fait une pause à la rangée marquée, réservée à la famille. Elle est restée vide. Je me suis penché et j'ai dit, ils ne viendront pas, il a légèrement hoché la tête, mais n'a pas arrêté de lire. Dehors, le tonnerre a éclaté dans le ciel comme un coup de semonce. La pluie a commencé à tapoter contre les vitraux, transformant la lumière colorée à l'intérieur en quelque chose de gris et de délavé. Je me suis rassis et j'ai sorti mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être pour me rappeler que c'était encore la vie réelle. Céleste avait posté une story. Des flûtes de champagne, des rires, une terrasse d'hôtel. Sa légende disait « Nouveau départ ». Et d'un coup, mon chagrin s'est glacé. Aucun d'entre eux n'était venu. Pas pour la femme qui nous a élevés, qui a nettoyé nos dégâts, qui a lutté seul des nuits entières pendant que papa disparaissait pour des voyages d'affaires qui sentaient toujours le parfum et le bourbon bon marché. Et il postait ça, souriant, buvant, trinquant à de nouveaux départs. Je ne ressentais plus de tristesse. Juste cette chose serrée et aiguë dans ma poitrine. Pas tout à fait de la rage. Pas encore, mais quelque chose de proche. J'ai rangé le téléphone et je me suis levé. Au fond de l'église, j'ai remarqué une silhouette dehors, debout sous la pluie. Madame Kinley, l'amie de ma mère du vieux quartier. Elle n'est pas entrée, elle est juste restée là, son parapluie fermé, se faisant tremper, les yeux fixés sur le vitrail. Peut-être qu'elle sentait qu'elle n'avait pas sa place. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas être vue. Je me suis approché du cercueil. Le gardien de l'église s'est approché, ses clés cliquetant nerveusement dans sa main. « Voulez-vous dire quelques derniers mots, mon fils ?» a-t-il demandé. J'ai baissé les yeux vers elle, la femme qui m'a appris à réparer un pneu, à garder des secrets, à me battre loyalement. Il n'y a plus rien à dire à des gens qui ont cessé d'écouter il y a des années, ai-je répondu. Il a hoché la tête et a lentement refermé le couvercle. Ce son, le bruit sourd mais final, a résonné dans ma colonne vertébrale, comme un chapitre se fermant sans une phrase correcte. En sortant, la pluie a frappé plus fort. Un éclair a illuminé le ciel derrière le clocher, le peignant de blanc vif et de violet meurtri. J'ai passé devant la concession familiale, le gravier crissant sous mes chaussures. Et là, il y avait son nom, déjà gravé dans la pierre à côté du sien. Pas un mémorial, pas un espace gardé en son honneur, juste un homme qui planifiait à l'avance, s'assurant d'être enterré à côté de la femme qui l'avait abandonné. Comme si la proximité dans la mort pouvait effacer l'absence dans la vie. J'ai essuyé la pluie de sa pierre tombale, le bout de mes doigts balayant la terre et l'eau comme si j'essayais de découvrir une vérité plus profonde écrite en dessous.
Tu méritais mieux que ça, ai-je dit. Et puis mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Dîner demain soir, famille seulement. J'ai fixé l'écran. Pas d'excuses. Pas d'explication, juste une invitation à dîner comme si de rien n'était. J'ai laissé échapper un rire sec, mais il n'y avait pas d'humour dedans, seulement de l'incrédulité. Famille seulement. Les mots frappaient plus fort que la pluie. J'ai fixé ce message pendant une bonne partie de l'heure après être rentré, avoir changé de vêtements, m'être assis à la table de la cuisine, regardant une auréole d'eau grandir sous ma tasse de café pendant que l'horloge murale avançait vers quelque chose que je ne voulais pas affronter. Je n'ai pas répondu, pas besoin. Il savait que je viendrais, non pas parce que je le voulais, mais parce que c'est ce que je faisais toujours. Venir. Nettoyer. Tenir ma langue. Le temps que j'arrive sur le parking du Grovewood, le ciel s'était assombri en un bleu marine poussiéreux. Les derniers rayons du coucher de soleil se cachaient derrière la crête bleue. Je suis resté dans ma voiture quelques minutes de plus, les vitres légèrement embuées par ma respiration, me demandant si je devais simplement partir. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon manteau, qui sentait encore faiblement les bougies d'église, et je suis entré. Le restaurant était tamisé, poli, le genre d'endroit où les serveurs chuchotaient et les verres cliquetaient comme des carillons. Je les ai repérés instantanément, une table ronde près de la fenêtre du fond. Mon père, Harold, était assis le dos droit comme à son habitude, comme si la posture pouvait en quelque sorte compenser le caractère. Diana, la nouvelle petite amie, était assise à côté de lui, pratiquement collée à son flanc, portant des boucles d'oreilles que je ne connaissais que trop bien. Les perles de ma mère. Céleste m'a aperçu et m'a fait signe de venir comme si nous nous retrouvions pour un verre après le travail. Peter, son mari, a levé son verre paresseusement, déjà à mi-chemin de la bouteille chère qu'ils avaient commandée. Il n'a même pas attendu que les fleurs sèchent, ai-je marmonné en m'approchant. Alden, a dit mon père, toujours aussi plat. Content que tu aies pu venir. J'ai hoché la tête, prenant le siège en face de lui. Je pouvais sentir le regard de Diana me parcourir, cataloguant les plis de ma chemise, la tache sur la manche de ma veste. Elle n'a pas dit bonjour. Céleste a levé son verre. Pour aller de l'avant, a-t-elle dit, d'une voix vive et trop répétée. Peter a renchéri. Et pour laisser le passé enterré. Je n'ai pas touché le verre que le serveur a placé devant moi. De l'eau, pas de champagne. J'ai attendu que mon père le remarque. Il ne l'a pas fait. J'ai regardé les bulles monter dans leur flûte. Écouté les rires des tables voisines. Mes mains sont restées à plat sur la table. Maman détestait le champagne, ai-je dit doucement. Céleste a souri en coin, faisant tourner son verre. C'est peut-être pour ça que tu en fais autant. La façon dont elle l'a dit, désinvolte, dédaigneuse, a fait s'envoler des années de ma patience. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé autour de moi à la place. Tout ici brillait. Tout sauf nous. Harold a commencé à plier sa serviette comme un contrat. Pour la succession, il n'y a pas grand-chose. Je me suis occupé de la logistique. Encore ce mot, logistique. Froid, stérile, final. Comme si toute sa vie pouvait être réduite à des virements bancaires et des comptes clos. Ma mâchoire s'est crispée. Je me suis souvenu de ces mots clairement. Si quelque chose m'arrive, ne les laisse pas s'en occuper. Diana a tendu la main sur la table, plaçant sa main manucurée sur celle de mon père. Son sourire était doux. Pratiqué. Ton père a beaucoup souffert, a-t-elle dit. Nous tous. J'ai baissé les yeux. Ses doigts brillaient. Pas seulement les perles à ses oreilles, mais la bague à sa main droite, celle que je n'avais pas vue depuis des années. La bague de ma mère. La tension s'est installée lourdement entre mes côtes, se resserrant à chaque gorgée qu'il prenait. Chaque faux sourire échangé entre eux. J'ai essayé de rester calme. J'ai essayé de garder le silence. Céleste a rompu le silence, montrant l'écran de son téléphone avec une autre photo, le même toast au champagne de sa story. Tu vois, nous avons trinqué pour elle. Elle l'aurait voulu, a-t-elle dit. J'ai regardé l'écran, puis elle. Vous avez trinqué pendant qu'on la mettait en terre. Le silence s'est abattu sur la table comme une assiette tombée. Même le serveur, à mi-chemin de remplir un verre, s'est figé. Mon père s'est éclairci la gorge, les yeux parcourant le menu comme s'il contenait soudainement les secrets de l'univers. Ça suffit, Alden.
Il ne m'a pas défendu. Il ne l'a jamais fait. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment contre le sol. Personne ne m'a arrêté. Je suis sorti sans mon manteau. Dehors, l'air était froid et vif, mais il était plus pur que la pièce que je venais de quitter. Je me suis appuyé contre le capot de ma voiture, mon souffle s'embuant devant moi. Le restaurant brillait derrière moi comme un mensonge, essayant trop fort d'être beau. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. Un nouveau message vocal. La vieille icône clignotait comme un voyant d'avertissement oublié. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix, douce, rauque à cause des médicaments vers la fin, a rempli le haut-parleur. Alden, si jamais tu te sens seul, va fouiller dans mes affaires au grenier. Tu trouveras ce qui compte. Je suis resté immobile un long moment. Pas en colère, pas triste, juste conscient, comme si quelque chose avait changé, comme si l'histoire qu'on m'avait racontée toute ma vie était sur le point de se déchirer aux coutures. Au grenier, a-t-elle dit. Peut-être le seul endroit où elle n'avait pas encore été effacée. Je suis rentré un peu après 22 heures, toujours dans mon costume de funérailles de la veille, encore humide de ma sortie du Grovewood. Je n'ai pas allumé de lumière en entrant, je suis monté à l'étage de mémoire. Chaque marche craquait d'une manière qui me rappelait que la maison était trop silencieuse depuis trop longtemps. La porte du grenier était raide, coincée comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années. Quand elle a finalement cédé, l'odeur m'a frappé en premier. Poussière, carton, vieux tissu, et autre chose. Quelque chose de fatigué. Le genre de fatigue qui ne dort pas, qui persiste. J'ai actionné l'interrupteur. Rien. J'ai tiré sur la corde. Une faible ampoule a vacillé au-dessus, projetant des ombres qui dansaient sur les boîtes, empilées comme des promesses oubliées. J'ai avancé plus loin. L'air était plus épais là-haut. Les boîtes étaient étiquetées de l'écriture de maman. Toujours soignée et nette, comme une maîtresse d'école corrigeant des copies. Église, cuisine, école Alden. J'ai attrapé la plus proche, marquée, cuisine. J'ai soulevé le couvercle. Des ronds de serviettes dépareillées. Une salière ébréchée en forme de cardinal. Un moule à gâteau avec une marque de brûlure sur le bord. Tout était inutile, tout était à elle. À côté, sous un vieux plaid, j'ai trouvé la photo. Nous. Un dîner du dimanche d'une année oubliée. Nous avions l'air plus jeunes, nos sourires plus larges. Mon père surpris en plein rire, la main de maman reposant doucement sur mon épaule. Les bras de Céleste croisés, Peter regardant quelque part hors champ. Et puis je l'ai vu, le siège vide à côté de maman. Même à l'époque, elle laissait de la place pour quelqu'un qui n'est jamais venu. Je me suis assis là, par terre, le dos appuyé contre une pile d'albums photos. Ce siège, il n'avait pas été seulement vide sur la photo. Il avait été vide ce soir-là aussi. Céleste et Peter avaient manqué. Ils prétendaient être trop occupés. Maman avait quand même mis la table. 5 places, toujours 5. Un jour, ils se souviendront de qui a cuisiné pour eux, avait-elle dit en pliant les serviettes en petits triangles. Ce soir-là, je l'avais vu glisser quelque chose de petit de la poche de son pull. Des analgésiques. Elle pensait que je ne l'avais pas remarqué. Elle a souri malgré tout, a versé de l'eau au lieu du vin, a servi le silence avec le pain de viande, et nous l'avons laissé faire. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû voir combien de fois elle grimaçait en remuant la purée, mais elle s'assurait de ne pas gâcher le repas. C'était sa façon d'être. Je me suis levé, époussetant mon pantalon, et je me suis dirigé vers l'autre bout du grenier, le côté le plus éloigné, près du vide sanitaire. C'est là que les chaises de la salle à manger avaient été stockées après la rénovation. Et c'est là que je l'ai vu. Le vieux coussin de siège, légèrement taché, encore moulé par la façon dont elle s'asseyait. En dessous, quelque chose a attiré mon attention. Une serviette pliée. Je me suis agenouillé. Du rouge à lèvres, mais pas sa teinte. Celui-ci était plus récent, plus audacieux, une couleur que maman ne portait jamais. Elle disait toujours que le rouge vif était trop criard pour le dimanche. Cela signifiait que quelqu'un s'était assis sur son siège. Il n'avait même pas lavé son siège avant de la remplacer. Mon estomac s'est retourné. Je me suis relevé, cette fois avec plus de détermination. Je me suis déplacé rapidement, attrapant des boîtes, soulevant des couvercles. Je ne savais pas ce que je cherchais, juste que je le saurais quand je le trouverais.
Et puis je me suis arrêté. Je me suis souvenu de quelque chose des funérailles. Le bulletin. Je l'avais regardé brièvement, juste assez pour remarquer avec quelle netteté leurs noms avaient été imprimés. Céleste Voss, Peter Voss, Harold Voss. Mon nom n'y figurait pas, même pas en note de bas de page, même pas comme membre de la famille, juste représentant de la famille. Je n'avais pas compris à l'époque. Je pensais que c'était une erreur d'impression. Ce n'était pas du chagrin. C'était une suppression. Ils étaient en train de me rayer, non seulement des dîners ou des décisions, mais de la mémoire elle-même. Je le sentais maintenant, dans ce grenier, dans la poussière sur son moule à gâteau, dans le cadre vide appuyé contre le mur. Je n'étais pas censé trouver ça, et c'est peut-être pour ça qu'elle me l'a laissé. Je me suis rassis, cette fois au bord du grenier, là où le plafond était bas, juste pour respirer, juste pour m'arrêter. Mais quelque chose m'a piqué sur le côté. J'ai glissé la main sous la lame de plancher où je m'étais appuyé, ma main effleurant un éclat de métal. Une clé, minuscule, usée, froide au toucher, scotchée sous une poutre avec du ruban de masquage jauni. Un mot enroulé autour, d'une vieille écriture. Pour celui qui est resté. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, j'ai juste regardé. Elle savait. Même à l'époque, elle savait qu'il partirait. J'ai fermé la main sur la clé et j'ai chuchoté, « Je suis toujours là, maman. » Dehors, le tonnerre a de nouveau grondé. Le même schéma d'orage, le même timing. J'avais l'impression que tout revenait en boucle. Seulement cette fois, je n'étais pas seulement le fils qui se tenait devant la tombe. J'étais celui qui avait la clé. Le lendemain matin, je suis allé directement à la banque. Il était tôt, à peine 8 heures passées, mais le ciel portait déjà cette lourde immobilité grise qui précède habituellement un orage. Le même genre de ciel que le jour des funérailles. Je ne savais pas si c'était une coïncidence ou si l'univers aimait simplement assortir la météo à l'humeur. Je me suis garé devant le vieil immeuble en briques de l'avenue Biltmore, la même banque que ma mère utilisait depuis avant que je ne sache épeler mon propre nom. Rien n'avait changé. Les fausses fougères près des fenêtres de devant avaient toujours l'air poussiéreuses. Le bourdonnement des portes automatiques bégayait encore en s'ouvrant. À l'intérieur, l'air sentait le polish et l'attente. Puis je l'ai vue. Madame Klein, même chignon gris serré, même cardigan doux, même gentillesse derrière ses yeux. Alden Voss, dit-elle doucement, sortant de derrière son comptoir. Je me demandais quand vous viendriez. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Je ne l'avais pas vue depuis des années, mais elle a pris ma main comme si nous avions parlé la veille. Elle a laissé quelque chose pour vous, mon chéri, a-t-elle poursuivi. Elle m'a dit de le garder jusqu'à ce que, eh bien, jusqu'à ce que vous soyez prêt. Elle m'a conduit dans un couloir étroit, au-delà des guichets, jusqu'à la section des coffres. Le bourdonnement des lumières au-dessus semblait plus fort ici. Une petite boîte en métal reposait sur la table, pas plus grande qu'une boîte à chaussures. Mon nom était scotché sur le dessus, de l'écriture de ma mère. C'était indubitable. J'ai passé mon doigt sur l'étiquette avant de la déverrouiller avec la clé que j'avais trouvée sous la table de la salle à manger. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe, des papiers soigneusement pliés, une clé USB, et une phrase écrite à l'encre bleue sur le devant de l'enveloppe. Ne fais pas confiance à Harold. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis assis lentement et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, des titres de propriété, des dossiers hospitaliers, une police d'assurance et une lettre. Je l'ai dépliée, en faisant attention aux plis comme si elle pouvait tomber en morceaux si je me précipitais. Alden, ils m'ont dit que le cancer était parti. Ce n'était pas le cas. Et ils le savaient. Ton père a signé le règlement de l'assurance en mon nom. Il a dit que ça aiderait à gérer les factures. Je ne l'ai découvert que lorsque les traitements ont été annulés sans avertissement. Il a dit au médecin d'arrêter. De laisser la maladie suivre son cours. Il ne voulait pas payer pour de l'espoir. J'ai cligné des yeux, forçant la page à rester immobile. Elle avait tout su, et elle l'avait écrit sans colère, sans drame, juste des faits. Comme si elle l'avait accepté, comme si c'était déjà fait. J'ai relu la dernière ligne 3 fois. Ils me réécriront. Je sais qu'ils le feront. Mais tu as toujours été celui qui me voyait, même quand je m'effaçais. Il n'y avait pas de date, mais je savais que cela n'avait pas été écrit longtemps avant sa mort, peut-être des semaines. Je me suis tourné vers les documents en dessous. Les titres de propriété portaient son seul nom. La maison,
une petite parcelle de terrain dans sa ville natale dont je n'avais jamais connu l'existence. Il y avait des reçus d'impôts et des copies notariées d'un testament. Celui-ci n'était pas la version que j'avais vue lire à haute voix après les funérailles. Celui qui laissait tout à la famille, où les décisions étaient unanimes. Celui-ci était signé un mois avant sa mort et il me nommait. Moi seul. J'ai fixé la signature, la date, le sceau du notaire. Tout était légal, propre, délibéré, et quelqu'un avait fait en sorte que personne ne le voie jamais. J'ai senti la rage monter lentement, comme une marée dans mes entrailles. J'ai sorti la clé USB et j'ai demandé à Madame Klein si elle avait un ordinateur portable que je pouvais emprunter. Elle m'a conduit à un petit bureau près du fond. Quand je l'ai branché, les fichiers se sont chargés rapidement. Il y avait des dizaines de mails scannés entre Harold et quelqu'un listé uniquement comme admin@abmemorial.org. J'en ai ouvert un. Conformément à votre demande, le traitement ultérieur de Madame Voss a été jugé non essentiel. Comme vous l'avez indiqué, nous ne procéderons pas à des cycles supplémentaires. Dr Pennington. Le suivant. Elle n'a pas besoin de savoir. C'est entre nous. Elle se battrait et ça ne changerait pas le résultat. Laissons la nature suivre son cours. Harold Voss. C'était comme de la glace se fissurant sous mes côtes. Il avait su, il l'avait regardé s'affaiblir, l'avait regardé dépérir, et pendant tout ce temps, il jouait à la maison avec sa nouvelle femme parfaite, et versait du champagne avec les mêmes mains qui avaient signé son arrêt de mort. J'ai copié les fichiers, imprimé ce que je pouvais, stocké le tout sur une nouvelle clé USB, et scellé les originaux dans une nouvelle enveloppe que Madame Klein m'a donnée. Avant de partir, elle s'est tenue sur le pas de la porte et a dit tranquillement. Elle m'a dit que ce jour viendrait, que vous sauriez quand arrêter de pardonner. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête parce qu'elle avait raison. Je suis sorti sur le parking. Le vent s'était levé. Les arbres le long du trottoir se penchaient légèrement comme pour se préparer à quelque chose. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste. J'ai vérifié l'écran. Céleste. Papa veut te voir. Urgent. Bien sûr qu'il le veut. J'ai regardé la clé, toujours chaude dans ma paume après le coffre. Oh, mes doigts se sont lentement refermés dessus. Ils ont enterré plus que son corps. Ils ont enterré sa vérité. Plus maintenant. L'allée était encore humide de la pluie du matin. Je me suis garé sur le trottoir au lieu d'entrer. Il y avait quelque chose de trop familier, de trop docile, à entrer complètement. La lumière du porche était allumée, même s'il était à peine 17 heures. Je n'avais pas mis les pieds dans cette maison depuis les funérailles. Le revêtement avait été nettoyé à haute pression, et il y avait de nouvelles plantes en pot là où les carillons de maman étaient suspendus. Quand j'ai frappé, la porte s'est ouverte avant le deuxième coup. Et elle était là, Diana. Blonde, les cheveux bouclés serrés comme si cela avait pris 2 heures et une bombe de lac. Les yeux trop grands, trop accueillants. Mais ce n'est pas le sourire qui m'a arrêté. C'était le parfum, gardénia et pluie. Le parfum de ma mère. Pas quelque chose de similaire. C'était le sien. Je suis resté là, laissant l'air me frapper le visage. Elle n'a pas semblé remarquer ma pose. Entrez, a-t-elle dit, s'écartant avec une grâce étudiée. Je n'ai pas bougé. Vous avez trouvé ça dans sa commode? Ma voix était stable, mais je pouvais entendre le gravier en dessous. Les yeux de Diana ont vacillé de confusion, mais le sourire n'a jamais quitté ses lèvres. Oh, ça. Elle a touché légèrement son cou. Votre père me l'a donné. Il a dit que ça lui rappelait des temps plus heureux. Je suis entré sans un mot. Le salon était plus chaud que dans mon souvenir, plus lumineux en quelque sorte, pas un seul rideau tiré, toutes les lumières allumées. Mais ce qui m'a frappé, ce sont les murs, les photos réarrangées, des photos de vacances et de congés. Mais maman manquait sur toutes. Sa place sur la cheminée, autrefois occupée par sa photo de mariage, était maintenant occupée par une photo encadrée de Diana avec les enfants de Peter au barbecue du 4 juillet dernier. Même le piano avait été déplacé. Je me suis dirigé vers l'escalier et j'ai fait une pause. Où est la photo de maman, ai-je demandé, sans me retourner. La voix d'Harold est venue du bureau, sèche et répétée. Nous allons de l'avant, Alden. Tu devrais aussi. Céleste et Peter étaient déjà assis dans le bureau. Céleste faisait semblant de faire défiler son téléphone. Peter avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs.
Je suis resté dans le couloir, entendant le faible son d'une musique de piano. Quelqu'un avait mis une playlist. Doux, instrumentale. Je connaissais cet air. Maman le jouait le dimanche matin juste avant de faire des brioches à la cannelle. Diana fredonnait depuis la cuisine. Faux. Tout était faux. Je suis entré dans le bureau et j'ai pris le siège vide en face de mon père. Harold n'a pas levé les yeux au début. Il sirotait quelque chose de brun dans un verre lourd. Du bourbon, probablement. Son visage était plus ridé que dans mon souvenir, mais les yeux étaient les mêmes. Vif, calculateur, distant. Nous voulions parler, a-t-il dit, rencontrant enfin mon regard. Ta mère n'a pas laissé grand-chose, mais nous voulons que tu te sentes soutenu. Il a fait glisser une enveloppe sur la table basse. Elle était assez épaisse pour être un chèque, pas assez épaisse pour être sincère. Je ne l'ai pas touchée. Vous avez falsifié sa signature, n'est-ce pas? La question a atterri comme une gifle dans la pièce. Céleste s'est figée. Les yeux de Peter se sont écarquillés. Le verre d'Harold s'est arrêté en l'air. C'est une sacrée accusation, a-t-il dit tranquillement. Peter a été le premier à craquer. C'est insensé, mec. Allons. J'ai sorti l'email imprimé de la poche de mon manteau et je l'ai posé doucement sur la table, en lissant le pli. Alors peut-être que l'un de vous peut expliquer ça, ai-je dit en tapotant la page. Laissons la nature suivre son cours. Ce sont tes mots, papa. Harold n'a pas bougé. Céleste a cligné des yeux rapidement, comme si en gardant les yeux humides assez longtemps, rien de tout cela ne collerait. Peter s'est penché en avant, examinant le document. Ça pourrait être un faux. J'ai secoué la tête. Ça vient de son dossier médical. Les originaux sont sur une clé USB. Vous voulez l'audio aussi? Diana est entrée dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur une serviette. Ce n'est peut-être pas le moment. Harold s'est levé rapidement, sa chaise a raclé contre le parquet. Tu ne comprends pas les sacrifices que j'ai faits, a-t-il aboyé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille. Je n'ai pas bronché. Les familles n'ont pas besoin de martyrs, ai-je dit. Surtout ceux qui vendent leurs femmes mourantes pour avoir la paix de l'esprit. Il est devenu rouge, ses doigts tremblants autour du verre. Diana s'est approchée de lui, mais il l'a repoussée d'un geste. Tu veux être en colère, a-t-il grondé. Sois en colère contre toi-même. Tu es parti. Tu nous as tous tourné le dos. Tu as toujours été l'étranger. Tu n'as rien construit. Tu n'as rien gagné. Je me suis levé. Pas vite, pas fort. Mais quand je me suis levé, la pièce a changé. J'ai ramassé l'impression de l'email, l'ai remise dans la poche de mon manteau, puis j'ai rencontré ses yeux. Alors vous serez jugé par la vérité à la place. L'air extérieur semblait plus froid qu'à mon arrivée. La brise avait tourné, humide, vive. L'automne commençait enfin à mordre. J'ai descendu lentement les marches du porche. Derrière moi, la maison est restée silencieuse. Je n'ai pas pris la peine de fermer complètement la porte. En atteignant le trottoir, une rafale de vent a emporté le parfum de gardénia derrière moi. Léger, mais indéniable. Je me suis arrêté et me suis retourné une fois. À travers la fenêtre de devant, j'ai vu Harold faire les 100 pas, le téléphone à l'oreille, appelant probablement l'avocat de la famille. Ou Peter, ou les deux. Bien, ai-je chuchoté. Laisse-le faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Ça a sonné une fois. Madame Klein, c'est Alden. Pouvez-vous notarier quelque chose pour moi demain? Elle n'a pas demandé quoi. Je pense qu'il est temps, ai-je ajouté. Que les gens voient ce qu'elle a vraiment laissé derrière elle. Je n'ai pas allumé les lumières en rentrant. La lueur du lampadaire extérieur se déversait sur mon salon comme un fantôme paresseux, attrapant le bord de la table basse où sa lettre reposait, froissée, dépliée et couverte de notes. Mes notes, ces mots. La fenêtre a légèrement vibré dans le vent. Une tempête arrivait des Blue Ridge, basse et méchante. Le genre de tempête qui faisait gémir les planchers et vous faisait vérifier les serrures 2 fois, même si vous viviez seul. Surtout si vous viviez seul. Je me suis assis près de la fenêtre, les jambes repliées comme je le faisais enfant quand je ne pouvais pas dormir. Le genre de nuit où rien ne repose vraiment, même pas le temps. Sur la table, son écriture me fixait. Des courbes familières,
des angles vifs, toujours à l'encre noire. Certaines lignes étaient floues. Je ne me souvenais pas avoir pleuré, mais la preuve était là. Des taches humides séchées en pétales de regret. Elle n'était pas seulement en train de mourir, elle chuchotait à la vitre, l'embuant. Elle planifiait. J'ai retracé la lettre à nouveau, mon doigt se déplaçant sur les boucles de son écriture. Quelque chose semblait intentionnel. Pas sa façon habituelle d'écrire, plus mesurée. Des mots soulignés éparpillés comme des miettes de pain. Garde la vérité en sécurité. 4 mots. J'ai attrapé mon carnet et j'ai commencé à les copier. Chaque soulignement, chaque pause, chaque phrase étrangement formulée. Elle avait toujours parlé à double sens. J'aurais dû mieux écouter. J'aurais dû savoir. J'ai continué à lire, encerclant des passages avec mon stylo, quand une ligne m'a sauté aux yeux. Enregistrement. Boîte étiquetée recette. Mon cœur s'est serré. Je me suis souvenu de la boîte du grenier. Ruban adhésif rouge sur le coin, marqueur effacé. Cuisine de maman. C'était si ordinaire, si négligé. Je ne l'avais pas ouverte. Je me suis levé, allumant la lumière du couloir. Mes pas résonnaient plus fort que d'habitude. Peut-être parce que l'appartement était trop calme, ou peut-être parce que mon pouls était plus fort que la tempête qui grondait maintenant au-dessus. La boîte du grenier était toujours près du porte-manteau. Je l'ai traînée, me suis agenouillé, fouillant dans de vieux tabliers pliés, des emporte-pièces en plastique, un bulletin d'église plié de 2007. Près du fond, enveloppé dans un torchon, se trouvait un petit lecteur de cassettes noires. 2 cassettes étaient scotchées ensemble, étiquetées de son écriture. « Écoute-moi d'abord », disait celle du dessus. Mes mains n'ont pas tremblé jusqu'à ce que j'appuie sur lecture. Sa voix a rempli la pièce, faible, rauque, mais la sienne. « Si tu entends ça, Alden, je sais qu'ils ont déjà essayé de te raconter leur version des choses. » Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas cligné des yeux. Le grésillement crépitait. Ton père s'est assuré que je signe ces papiers sous morphine. Mais je n'étais pas seul cette nuit-là. La bande s'est coupée comme une guillotine. J'ai fixé le lecteur. Mes mains étaient moites, la sueur s'accumulait sous ma chemise. J'ai rembobiné la bande, j'ai appuyé à nouveau sur lecture. Si tu entends ça, puis de nouveau du grésillement. Ton père s'est assuré. Mais cette fois, j'ai attrapé quelque chose sous ces mots. Un bruit de fond. Une chaise qui racle. Une profonde inspiration. Et puis une voix. Masculine. Calme. Trop calme. Signe, Evelyne. C'est mieux comme ça. Je me suis figé. Cette voix. Je l'avais entendu débattre de politique sur la terrasse arrière. Je l'avais entendu demander de la purée. Je l'avais entendu jurer lors des matchs de football. C'était lui, Harold. J'ai refermé le lecteur d'un coup sec, si fort que le bouton de rembobinage a sauté. Je me suis rassis par terre. Le vent poussait contre les fenêtres maintenant, comme si quelque chose essayait d'entrer ou de sortir. J'ai regardé le plafond. Le ventilateur tournait lentement au-dessus, imperturbable par tout ce qui tournait en silence en dessous. Je vais amener la tempête à l'intérieur de leur maison parfaite, ai-je dit à personne. Je me suis levé, je me suis dirigé vers mon ordinateur portable. Mes mains étaient plus stables maintenant. J'ai téléchargé l'enregistrement, j'ai fait 3 sauvegardes, une sur mon bureau, une sur une clé USB, une dans un email à moi-même, et une autre à Madame Klein. Puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper une note. Céleste, Peter, si vous voulez savoir ce que notre père a vraiment enterré, venez à la maison demain. J'ai fait une pause, j'ai regardé le mot « notre », puis je l'ai supprimé. Si vous voulez savoir ce que père a vraiment enterré, venez à la maison demain. J'ai sauvegardé le fichier et j'ai mis un rappel dans mon calendrier pour le lendemain matin. Je suis retourné à la chaise près de la fenêtre. La pluie avait commencé, pas forte, juste régulière. Le genre qui rend tout un peu flou si on regarde assez longtemps. Des éclairs dansaient bas dans le ciel. Le reflet a frappé la fenêtre juste comme il fallait, et pendant une seconde, j'ai vu un visage me regarder qui n'était pas le mien. C'était le sien. Même front plissé, mêmes yeux, même refus de se briser. Pas cette fois, ai-je marmonné. J'ai tiré la couverture sur mes épaules et je me suis adossé. Le seul son qui restait était la pluie. Le temps que j'arrive sur la vieille allée de gravier,
les nuages s'étaient dispersés, mais la tempête n'était pas vraiment partie. Elle était juste devenue silencieuse, comme si elle attendait le deuxième round. Des branches jonchaient la pelouse de devant, quelques petites reposant contre le porche comme si elles avaient essayé de frapper et avaient été ignorées. La pelouse avait l'air fatiguée. Moi aussi. La porte d'entrée était déjà déverrouillée. Je suis entré. L'odeur de vin et de rôti flottait encore dans l'air. Quelque chose de trop cuit, quelque chose d'oublié. Ma mère aurait aéré la maison avant que quiconque n'arrive. Diana ne l'a pas fait. Céleste était assise raidement à l'autre bout du salon, les yeux passant de son téléphone au couloir comme si elle voulait y disparaître. Peter se tenait près de la cheminée, les bras croisés, la mâchoire serrée comme quelqu'un qui voulait avoir l'air en colère, mais ne savait pas encore pourquoi. Mon père était assis en bout de table, un journal à la main, non lu. Le bruissement des pages était trop rythmé pour être réel. Diana restait derrière lui, les lèvres pincées, évitant mon regard. Son parfum, l'odeur de ma mère, s'était estompée, mais son souvenir rendait l'air étrange. Je n'ai pas parlé. Je me suis simplement dirigé vers la table, j'ai posé un petit enregistreur noir au centre et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli la pièce. Si tu entends ça, Alden, je sais qu'ils ont déjà essayé de te raconter leur version des choses. Les mots flottaient dans l'espace entre nous comme une fumée que personne ne pouvait dissiper. Peter a bougé. Les épaules de Céleste sont tombées d'1 centimètre. Le journal d'Harold a crépité. Puis ton père s'est assuré que je signe ces papiers sous morphine. Céleste a eu un léger hoquet. Peter avait l'air d'avoir reçu un coup de pied dans la poitrine. Le journal tremblait dans les mains d'Harold. Il a frappé la table. Éteins ça. Je ne l'ai pas fait. La bande a continué. Mais je n'étais pas seul cette nuit-là. Le silence a englouti la pièce. Diana s'est avancée, la voix vive et stridente. C'est un faux. Tu essaies de détruire ta propre famille. Je l'ai regardé, impassible. On ne peut pas contrefaire la voix d'une femme mourante. J'ai sorti un dossier de mon manteau, je l'ai fait glisser sur la table. Une copie du testament, son vrai testament, celui qu'ils avaient enterré. Vous avez tout changé. Sa succession, ses derniers mots, même sa mort. Les yeux de Céleste se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas cligné des yeux. Papa, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Harold s'est levé lentement, de manière contrôlée. Son visage s'est durci, mais il se fissurait au coin. Tu penses tout savoir parce que tu as trouvé quelques bouts de papier. Sa voix était basse, venimeuse. Je me suis levé pour lui faire face. Je sais que tu l'as laissé mourir pour de l'argent. La pièce s'est figée. Le temps a retenu son souffle. Peter s'est avancé, la voix s'élevant. Arrête ça. C'est notre père. Je me suis tourné vers lui. Alors assieds-toi à côté de lui quand ça deviendra public. J'ai sorti une clé USB de mon sac et je l'ai posée sur la table. Pas de discours, pas de drame, juste une intention silencieuse et finale. Toutes les preuves, toute sa voix, tous vos mensonges. Les yeux d'Harold n'ont pas quitté les miens. Il ne s'est pas assis. Il n'a pas bougé. Mais le tremblement de sa lèvre en disait assez. D'ici la fin de la journée, ai-je dit, cette maison ne sera plus la vôtre. Céleste a attrapé le dossier, les mains tremblantes. Peter n'a pas bougé. Harold a laissé échapper un souffle sec et amer. Tu nous as ruinés. Je l'ai regardé, cet homme qui m'a appris à faire du vélo, à équilibrer un chéquier, à sourire les dents serrées. Et j'ai dit doucement, non, tu l'as ruiné, elle. Je ne fais que terminer l'histoire. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, l'enregistreur jouait encore. La voix de ma mère a résonné dans le couloir, s'insinuant dans le vieux bois, dans les souvenirs piégés entre les murs. Garde la vérité en sécurité. La porte a cliqué derrière moi alors que je sortais sur le porche. La pluie avait recommencé. Légère, régulière, pas en colère cette fois. Peut-être qu'elle avait quelque chose. Ou peut-être qu'elle faisait juste de la place pour ce qui allait suivre. Le soir venu, la vérité n'était plus à nous de la contenir. Cela a commencé tranquillement, un doux grondement de pneus sur le trottoir mouillé. Puis le crissement des freins juste au-delà du porche. 2 véhicules ont remonté l'allée.
L'un était une camionnette de presse avec le logo de l'Asheville Tribune sur le côté. L'autre, une berline banalisée avec une équipe de tournage à l'intérieur. Leur arrivée n'était pas annoncée, mais pas inattendue. Je m'en étais assuré. Céleste se tenait juste derrière moi, serrant son téléphone comme s'il pouvait la protéger. Peter planait près de l'arche, un pied à moitié tourné vers la sortie. Aucun d'eux n'a dit un mot. Harold s'est avancé, sa voix basse et rigide. Nous ne parlons pas à la presse dans cette maison. Je l'ai regardé d'un air égal. C'est bien. Moi, je le ferai. Je suis sorti, refermant la contre-porte derrière moi, juste assez pour les empêcher d'entendre ce qu'ils n'étaient pas assez courageux pour dire à voix haute. L'équipe s'est installée rapidement, microphone clipsé, caméra en marche, questions déjà griffonnées sur un presse-papier. La journaliste, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux vifs avec un ton qui suggérait qu'elle avait vu trop de secrets de famille éclater devant les caméras, a commencé avec précaution. Vous nous avez contacté au sujet d'une série de documents concernant la succession Voss. J'ai hoché la tête, l'interrompant doucement. Pas seulement des documents, la voix de ma mère, sa vérité. À l'intérieur, le silence est devenu pesant. Je pouvais sentir leurs yeux aux fenêtres. Nous sommes entrés dans le salon. Je lui ai tendu le dossier en manille, le testament, les emails, les dossiers médicaux, puis j'ai sorti l'enregistreur de la poche de mon manteau et je l'ai posé. Sa voix a de nouveau retenti. Ils m'ont dit que je serais en sécurité. Ils ont menti. Les microphones l'ont capté. L'objectif de la caméra n'a pas scié. Moi non plus. Harold s'est jeté vers la table, essayant de balayer l'enregistreur, mais la journaliste l'a arrêté d'une seule paume levée. C'est enregistré, a-t-elle dit, la voix ferme. Diana a tourné le dos, sa main couvrant la moitié inférieure de son visage. Céleste s'est effondrée dans un fauteuil comme si ses jambes avaient oublié comment se tenir debout. Peter a marmonné quelque chose et est sorti en trombe par la porte d'entrée, la claquant derrière lui. Je suis resté immobile. La vérité ne ruine rien qui n'était pas déjà pourri, ai-je dit. Calme, pas fier, juste fatigué. Harold est resté figé, la bouche ouverte, puis refermée. Puis il a craqué. Tu penses que quelqu'un te croira? Tu n'es rien sans moi. Je me suis approché, le laissant voir ce qu'il n'aurait jamais cru que je deviendrais. Exactement. Et maintenant, tout le monde voit ce que cela signifie. Le téléphone de la journaliste a vibré. Elle a baissé les yeux, puis les a levés vers moi. Une source anonyme vient d'envoyer tout à notre rédaction. Dossier complet, audio, copie du testament. Ça va devenir national. Le visage d'Harold s'est vidé de sa couleur. Sa voix, quand elle est revenue, était cassante. C'est de la diffamation. Elle l'a ignoré. Elle était déjà en train de remballer. Dehors, l'équipe a enroulé les câbles et a fermé sa camionnette. Le Porsche semblait plus froid maintenant, dépouillé de toute illusion. Alors que l'équipe descendait les marches, Harold a fait irruption par la porte moustiquaire, sa voix craquant de quelque chose entre le désespoir et la rage. Tu penses que ça fait de toi le héros? Tu as détruit ta famille. Je me suis retourné, mon expression illisible. Non, ai-je dit tranquillement. Tu l'as détruite quand tu as vendu sa souffrance pour du confort. Le dernier équipement a été emballé. La lumière de la caméra s'est éteinte. Un journaliste qui suivait a demandé, « Que voulez-vous dire à vos frères et sœurs, monsieur Voss ?» J'ai fait une pause. J'ai laissé la question s'installer. Je veux juste qu'ils se souviennent de qui l'a enterré. Ils ont hoché la tête, l'ont noté, ont continué leur chemin. Je suis resté là un moment de plus, fixant le porche où elle avait l'habitude de s'asseoir les soirs d'été avec du thé glacé et des mots croisés, faisant semblant de ne pas écouter nos disputes à travers la porte moustiquaire. Puis je suis allé à ma voiture. Le trajet du retour a été silencieux. Les routes étaient encore glissantes, mais la tempête était passée. Une faible lumière du soleil perçait par traîner le long de la ligne des Blue Ridge. La radio grésillait avec les informations locales, le trafic, les scores de football, puis a diffusé un bulletin spécial. Dernière minute, une figure du monde des affaires locales, Harold Voss, fait l'objet d'une enquête pour fraude présumée à l'assurance et à la succession après de nouvelles révélations apparues aujourd'hui au sein de sa propre famille. J'ai baissé le volume. Pas éteint, juste assez pour faire de la place à sa voix dans ma tête. Elle aurait détesté les caméras,
mais elle aurait voulu que la vérité soit plus forte que son propre inconfort. À un feu rouge, j'ai cherché dans la boîte à gants. Le lys blanc des funérailles était toujours là, séché, fragile, mais entier. Je l'ai posé doucement sur le siège à côté de moi. Elle est enfin entendue, elle chuchotait. Et je le pensais. Le monde connaissait la vérité, mais je ne savais toujours pas quoi faire du silence qu'elle avait laissé derrière elle. Une semaine a passé. Les gros titres se sont calmés. Les camions des chaînes de télévision ont cessé de tourner au ralenti dans l'allée, et les voisins ont cessé de prétendre qu'ils ne nous regardaient pas derrière leurs rideaux. Ce matin, je me suis réveillé avant le soleil. Pas de réveil, pas de vraie raison, juste une douce traction dans ma poitrine. Peut-être que la paix n'arrive pas d'un seul coup. Peut-être qu'elle vous tape simplement sur l'épaule, demandant à être laissé entrer. Alors je suis retourné à l'église, pas pour ses funérailles, pas pour tourner la page, pour moi. La porte d'entrée a grincé comme ce matin-là. Ce son qui m'était resté comme une phrase inachevée. La poussière dansait dans les faisceaux de lumière colorée qui traversaient les hautes fenêtres, comme si le temps s'était arrêté ici, attendant que quelque chose se règle enfin. Les bancs étaient toujours vides, et pourtant, cela ne semblait pas si solitaire cette fois. J'ai marché lentement vers l'avant, la semelle de mes chaussures frôlant doucement le vieux plancher en bois. J'ai sorti le lys séché de la poche de mon manteau, celui qui m'avait accompagné à travers chaque tempête, chaque confrontation. Je l'ai posé doucement sur la même estrade où son cercueil avait reposé. « Tu as enfin eu ton public, maman » ai chuchoté. Juste pas celui que tu attendais. Ma voix n'a pas résonné. Elle s'est installée dans l'immobilité comme si la pièce comprenait. Je me suis assis sur le même banc qu'avant. Celui dans lequel je m'étais effondré quand personne n'était venu. Quand le poids de tout s'était abattu. Maintenant, ce vide, il semblait différent. Pas une punition. Pas un silence qui crie en retour. Juste de l'immobilité. J'ai sorti la dernière cassette de mon sac. Celle que je n'avais pas osé écouter jusqu'à présent. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est venue doucement, comme un bourdonnement enveloppé de souvenirs. Si tu entends ça, Alden, tu as fait ce que je ne pouvais pas faire. Tu as dit la vérité, et maintenant tu dois apprendre à vivre avec. Il y a eu une pause, puis le plus faible des rires. Promets-moi que tu ne me porteras pas pour toujours. Laisse-moi partir, mon chéri. Je n'ai pas combattu les larmes cette fois. Je les ai laissées venir. Elle n'était pas en colère ou brisée, juste calme, honnête. Je me suis adossé contre le banc, fermant les yeux, et j'ai laissé ces mots me tenir. Pas comme un poids, mais comme une couverture. Quand j'ai finalement levé les yeux, quelque chose a attiré mon attention près de l'autel. Des lys frais, pas ceux que j'avais apportés, pas les anciens. Nouveaux, vifs, blancs et pleins de vie. Quelqu'un avait apporté des fleurs. J'ai souri, clignant des yeux à travers les larmes. Quelqu'un a apporté des fleurs cette fois, ai-je chuchoté. Un bruit s'est fait entendre près de la porte latérale. Je me suis retourné pour voir le pasteur entrer discrètement, son expression douce, pas surpris de me trouver ici. « Vous avez fait ce qu'elle voulait, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Oui, mais je ne savais pas que la justice pouvait faire si mal. Il s'est assis à côté de moi sur le banc, joignant ses mains sur ses genoux. C'est comme ça qu'on sait que c'était réel. Aucun de nous n'a parlé après ça. Il n'y avait plus grand-chose à dire, juste assez de silence pour faire de la place à tout ce qui comptait. Finalement, je me suis levé. Le soleil du matin s'était levé dehors, projetant une lumière dorée sur le plancher. L'air sentait plus propre que dans mon souvenir, pas de poussière ni de fleurs, mais de souffle, de vie. Je suis sorti de l'église, dans la journée. Le chant des oiseaux tissait l'air. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps je n'avais pas remarqué quelque chose de si simple, quelque chose qui n'était pas lié au deuil ou à la mémoire. Dans la poche de ma veste, j'ai trouvé sa dernière lettre, celle que j'avais lue 100 fois, mais jamais terminée. Une ligne était restée pliée, non lue. Je l'ai ouverte maintenant. Pour celui qui est resté. Construit quelque chose de beau, même à partir de ce qu'ils ont brisé. Je l'ai repliée lentement, soigneusement, et je l'ai remise dans ma poche. Cette ligne ne faisait pas mal. Elle ressemblait à une permission. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la direction du nord, vers les montagnes. La radio a fredonné, puis elle a joué cette chanson de piano qu'elle jouait toujours le dimanche matin, celle qu'elle aimait.
Je n'ai pas changé de station cette fois. En longeant la crête, les arbres se sont écartés juste assez pour que je voie un panneau d'affichage dans le virage. Le visage d'Harold Sue, en cours d'enquête. Lettres noires sur fond clair. Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas regardé 2 fois, j'ai juste continué à conduire. Au revoir, maman, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des années, le silence ne ressemblait pas à une absence. Il ressemblait à un chez-soi. Et quelque part entre les montagnes et le ciel, je jure que je l'ai entendu dire « merci ».